Hello, bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Je vous trouve aujourd'hui pour vous faire à la fois un petit point lecture et un book haul. Alors, comme j'avais lu pas mal de romans de cette maison d'édition, j'ai décidé de faire cette vidéo autour de la maison d'édition Corrigan et vous faire un petit book haul en même temps de ce que j'ai acheté. Alors, je vais chercher les livres qui sont tout loin, voilà, et vous faire en même temps un petit book haul de ce que j'ai acheté chez eux. Donc, les éditions Corrigan, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, certainement que vous aussi. On est plus dans de la fantasy, notamment de la romantasy, plus vers du young adulte, même s'ils commencent à faire des livres un peu plus, on va dire, pour adultes. Voilà, toujours à prendre avec des pincettes au niveau des trigger warnings, puisqu'il peut y avoir des scènes de scènes explicites, il peut y avoir des scènes de non-consentement, il peut y avoir de la violence. Donc voilà, quand je dis young adulte, il faut quand même faire attention. Après, moi, je suis partie vers cette maison d'édition. J'avais envie de quelque chose qui me détende, qui me fasse voyager dans un autre univers sans que j'ai trop à me casser la tête en fait. Et je trouvais que pour ça, voilà, ça me tentait beaucoup. Je me suis dit, ça va pas être trop prise de tête, ça va se lire facilement. Voilà, avec les retours que j'en avais, c'est ce que je me suis dit. Et effectivement, mission accomplie. Alors voilà, faut pas vous attendre à un monde d'heroic fantasy très développé. Faut pas vous attendre à un world building super développé. Euh, la psychologie des personnages, ça dépend selon les romans. Mais voilà, faut lire ça dans une optique de lecture vraiment plaisir. Faut pas commencer à chercher midi à 14 heures. Voilà. C'est pas de la grande heroic fantasy. Ça reste de la romantasy, voilà, qui est assez accessible. J'ai commencé avec la trilogie Fire and Frost de Ellie Blake. Donc là, j'ai les tomes 1 et 2. Et le tome 3 doit sortir en juin. Mais juin, non, ça doit être juin. Euh, non, je vous dis une grosse bêtise en plus. C'est pas avec cette série-là que j'ai commencé. Ça commence bien. Ça, c'est tout moi, ça. Mais disons que c'est marrant parce que plus j'en lis et plus j'aime ce que je lis. Donc, j'ai commencé avec la série Les Liens du Destin avec Broken Bones qui est le tome 1 et Savage Bonds le tome 2. Et là, pour le coup, le troisième tome sort au mois de mai. Ça a été repoussé plusieurs fois. Voilà, mais là, ça devrait sortir en mai. Donc il reste quand même à un prix assez abordable, en dessous de 20 euros pour les brochets. Après, vous avez toute une collection de collectors voilà, qui sont super avec Jaspage et tout le tout team, donc vraiment très beau. Mais moi, je trouve déjà que les couvertures sont déjà très soignées. Enfin, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale pour ça, pour leur couverture. Donc voilà, donc j'ai commencé avec Broken Bones. En fait, j'ai vu qu'ils recherchaient des chroniqueurs pour le tome 2, Savage Bonds. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine que j'essaie, je vais pas y arriver. Et une Instagrammeuse m'a dit, mais si, essaie, tu verras bien. Et puis en fait, ils m'ont dit oui, mais je savais pas le 1, donc je me suis dépêchée de trouver le 1 pour le lire. Bon, c'est une série qui me faisait envie, hein, sinon j'aurais pas postulé, mais j'avoue, je pensais pas qu'ils me l'enverraient en service presse. Du coup, celui-ci, je l'ai acheté, celui-ci, je l'ai reçu en service presse. Dans ce roman, on va suivre Oleander qui, très jeune, à l'âge de 11 ans, je crois, va être victime d'un accident avec ses parents et des amis proches de ses parents, un accident de voiture, et elle va être la seule rescapée. Et puis, on se rend compte que sa mère et les hommes qui étaient avec elle dans la voiture font partie de ce qu'on appelle un cercle. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est un cercle au début. On sait que Oleander doit elle-même former son propre cercle. Donc, on se doute que ce sont des gens qui ont des pouvoirs. On est dans un monde qui ressemble au nôtre, si ce n'est ces gens qui ont des pouvoirs. Mais Oleander refuse de former ce cercle et s'enfuit. Très jeune, on ne sait pas pourquoi. On va évidemment comprendre pourquoi à la toute fin du roman. Et puis un jour, elle est rattrapée par les hommes qui devaient former son cercle, qui lui en veulent plutôt à mort parce qu'à cause d'elle, ils n'ont pas pu former ce cercle. Et apparemment, c'est très important dans ce monde d'avoir un cercle. Et elle serait le point central du cercle qui leur permettrait de développer encore plus leur pouvoir. Elle-même semble ne pas avoir de pouvoir, mais n'empêche qu'elle est vitale et très importante pour ce groupe, puisqu'elle elle va leur permettre de développer leur pouvoir, notamment le premier homme du cercle avec lequel elle aura des relations sexuelles
sera celui qui aura le jackpot. Il faut savoir que c'est voilà, c'est comme ça. Après, il n'y a pas d'histoire de domination. Il y a une scène qui est un petit peu dérangeante à un moment, mais voilà, c'est plutôt dénoncé. Il n'y a pas d'histoire de domination. Oleander reste... voilà, c'est consenti à chaque fois, ou non consenti, ou c'est pas voulu. D'ailleurs, il y a très très peu de scènes de smut dans le tout premier tome, un petit peu plus dans le second, mais voilà, ça fait pas toute l'histoire non plus. Et heureusement, parce que moi j'aime pas trop quand il y a trop de smut dans un roman. Et, on voit toute l'importance du cercle. Alors, la petite frustration que j'ai eue, qu'ont eu d'autres aussi lecteurs, c'est qu'on ne sait pas trop exactement, on ne nous explique pas pourquoi ces gens existent, qui ils sont, est-ce que les autres humains n'ont pas de pouvoir, qu'est-ce que c'est exactement le cercle, comment c'est apparu, pourquoi l'importance de ces cercles. On ne sait pas trop, voilà, ça reste un peu dans le flou et c'est pareil dans le tome 2. Alors je pense que tu vois, ça a dû être voulu par l'autrice, mais c'est vrai qu'il y a une petite frustration à ce niveau-là. Et donc Oleander va être rattrapée, et comme elle est assez jeune, elle se retrouve à la fac, obligée de se dépêcher de rattraper les cours parce qu'elle n'est jamais allée à l'école tout le temps où elle a fui. Évidemment, les hommes de son entourage lui en veulent, sauf un qui lui habite, enfin étudie, mais beaucoup plus loin, qui est le seul à être sympa avec elle. Alors c'est vrai qu'on se pose des questions, est-ce qu'il est réellement sympa ou est-ce qu'il cache des choses, voilà. On se pose un peu des questions sur tous les personnages. Il y a deux frères un petit peu plus âgés, qui sont pétés de thunes, voilà, qui surveillent Oleander, Oli, voilà, c'est son surnom dans le livre, c'est plus simple à dire, qui sont quand même assez imbuvables aussi, mais on va les voir voilà, se développer au fur et à mesure des deux premiers tomes. Et puis, voilà, alors ça se lit très bien, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est de la lecture vraiment détente, ça se lit assez vite, et puis vous avez voilà, le final qui est assez explosif, et on a beaucoup de révélations, notamment sur Oleander, et pourquoi elle a fui pendant des années le cercle. Donc on voit aussi ses relations avec les différents hommes de son cercle. On voit, elle se fait aussi des amis, une véritable amie qui elle-même a été un peu éjectée de son propre cercle, puisque son partenaire principal est parti avec une autre, ce qui fait qu'elle est vue un peu comme une paria. Voilà, il y a ce système un peu là de cercle, de hiérarchie du cercle, de l'importance que vous avez. Mais ça reste, je dis, ça reste toujours des relations consenties. Et, c'est voilà, c'est bien fait à ce niveau-là. Alors, on va parler de ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop ce nom, mais de harem inversé, puisque là, ce sera une femme qui sera au centre de toutes les attentions masculines. Enfin, sauf qu'Oleander, là, c'est pas gagné pour elle, hein, avec ce qui s'est, voilà, avec sa fuite, elle s'est pas fait vraiment des amis avec les hommes de son cercle. Voilà, on est dans ce harem inversé. J'aime pas trop cette expression parce que un harem, déjà, c'est composé d'esclaves, ce qui n'est pas le cas ici. Je veux dire, c'est consenti. Et d'une part, et d'autre part, ils sont pas en train de s'envoyer en l'air à tout va tout au long des deux premiers volumes. Donc bon, ça va quoi. Il n'y a pas trop de scènes explicites, c'est tout à fait lisible. Mais encore une fois, c'est facile d'accès au niveau de l'écriture, mais attention quand même à certaines scènes qui peuvent être violentes. Et donc, on continue à suivre Oleander dans ce tome 2. On va voir ses relations s'améliorer un petit peu quand même avec les hommes de son cercle, parce qu'ils vont davantage la comprendre, même si c'est toujours compliqué avec l'un des deux frères. Et voilà, il y a un bon développement des personnages, notamment des hommes qui l'entourent. C'était vraiment intéressant. Il y a toujours sa meilleure amie qui est avec elle. On va découvrir plein de choses. Et encore une fois, à la fin, on va avoir un plot twist. Voilà, un final assez explosif et un plot twist voilà, qui va un peu nous remuer le cerveau. Il y a pas mal de... Certains vont peut-être trouver des longueurs. Moi, je n'ai pas trouvé parce que pour moi, il se lit vraiment très vite et très bien. Ils vont peut-être trouver des longueurs parce qu'il n'y a pas énormément d'action. On voit juste Oleander qui s'entraîne, qui va à l'école, qui noue des relations avec les hommes de son cercle. Vous avez chacun ses préférences en plus selon les personnages masculins. Mais il n'y a pas... Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas eu de longueur parce que ça se lit vraiment très très bien. Donc le tome 3, je vous l'ai dit, sort normalement au mois de mai. Et donc j'ai enchaîné après avec Fire and Frost, tome 1 et 2. Alors le premier c'est l'Alliance et le second le Brasier. Et hop, je remets en route ma tablette. Alors là c'est de Ellie Blake. Là on est dans un monde de fantasy, pour le coup on n'est plus dans un monde contemporain.
Et on va suivre Ruby qui fait partie de la classe des sangs de feu. En fait, depuis des années, les sangs de feu et les sangs de glace se livrent une guerre. Alors là, on est plus ou moins en période de paix parce que chacun vit dans son pays. Sauf que Ruby, elle vit avec sa mère dans le royaume des sangs de glace. Alors, ce qu'elle ne comprend pas trop, elle ne comprend pas trop ce que sa mère fait là, dans ce royaume-là. Et puis, si sa mère n'a pas de pouvoir, elle en a. Et elle a beaucoup de mal à gérer son don avec le feu. Et jusqu'au jour où elle va être dénoncée par quelqu'un du village et elle va être emmenée par des soldats sang de glace qui sont à la solde de l'empereur du royaume des sangs de glace et mise en prison. Donc on va voir quand même. Alors c'est pareil, ça se lit très très bien. Mais là, j'ai eu peut-être plus d'attachement au niveau des personnages. On suit surtout deux personnages, c'est-à-dire Ruby et Arcus, qui est un sang de glace qui va venir la délivrer de sa prison avec un prêtre, parce que leur but, ce serait de faire tomber le roi ou l'empereur, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est le roi du royaume de sang de glace, qui est apparemment un homme assez cruel, notamment avec les sangs de glace, mais aussi avec les sangs de feu, mais aussi avec les sangs de glace. Voilà, donc on va voir un peu le système politique de ce monde. Ruby va découvrir plein de choses. Et puis bien sûr, encore une fois, voilà, ils ont l'art du plot twist, on va dire. Il y a toujours des choses à la fin. Ça se finit toujours dans un final assez explosif, assez éclatant. Et vous avez toujours un plot twist qui vous n'avez pas vu venir. Enfin, généralement, moi, je ne les vois pas venir. Donc voilà, ça remet une petite couche dans le livre et ça le rend encore plus addictif. Voilà, c'est vraiment, je pense, des romans qui sont écrits pour vous ayez une facilité de lecture, pour que vous soyez pris dans le monde assez facilement, sans que ça demande une concentration exagérée, et pour que ce soit addictif en fait, parce que vous tournez les pages très très vite. Et là, je me suis beaucoup attachée au personnage de Ruby et d'Arcus, voilà, parce que bon, bien sûr, au départ, ça va être un enemies to lovers, mais c'est pareil, ça reste... là, vous n'avez aucune scène de sexe explicite, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. C'est voilà, ça reste une romance toute douce qui se construit peu à peu. Et puis, bon, dans le deuxième, on va suivre Ruby qui est toujours un peu en prise avec ses pouvoirs. On va en apprendre, bon, on a appris des choses sur Arcus, on va apprendre des choses aussi sur Ruby dans ce second tome. Elle va notamment, sans vous en dire pour pas vous spoiler, elle va notamment découvrir le royaume des sangs de feu et comprendre peut-être un peu mieux aussi pourquoi elle s'est retrouvée exilée dans un village sang de glace. Donc une bonne lecture, comme je dis, lecture plaisir et c'était très bien. Ensuite, toujours chez Corrigan, j'ai lu le livre 1 du Sanctuaire de l'Ombre. Alors, je pense, au vu de la fin du roman, que c'est fini. Il y a une véritable fin, sauf que c'est marqué livre 1. Donc, je pense que l'autrice va peut-être écrire le second tome. Alors, je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Va peut-être écrire le second tome avec d'autres personnages. Je pense qu'on va suivre d'autres personnages. Je vois un peu comme ça. Je pense qu'on va quand même suivre les deux protagonistes principaux de ce volume 1. Mais pour moi, voilà, leur histoire est infinie. Enfin, il pourrait y avoir évidemment des rebondissements, mais ça sonne un peu comme une fin. On les retrouvera après, très certainement. Mais je pense qu'on pourrait aller vers d'autres personnages qu'on voit déjà apparaître dans ce volume-là, notamment la meilleure amie de l'héroïne qui s'appelle Arrow. Alors j'ai oublié de vous dire le nom de l'auteur, c'est Aurora Asher. Donc il y a toujours, c'est des brochets, mais ils sont toujours très bien faits. Et je regarde un petit peu plus cher, celui-ci le plus gros. Alors c'est certainement le plus adulte que j'ai lu au niveau de l'écriture, au niveau des thèmes abordés, puisque on est là encore dans un royaume de fantasy où autrefois les élémentaires, je sais jamais si c'est élémentaire ou je sais jamais, et c'est pas noté sur le résumé, mais voilà. Donc c'est voilà, autrefois les élémentaires, donc de l'eau, du feu, de la terre et de l'air, étaient gouvernés par 4 reines. Et il y avait des humains, mais les humains étaient en admiration devant eux, devant leur pouvoir. Et puis les reines ont commencé à se livrer à des guerres, notamment la reine de l'air et la reine du feu. Non, pas la reine de l'air, je vous dis une bêtise. La reine du feu et la reine... Oh mince. Oh, ah, c'est fou ça.
Ah ça, c'est j'arrive pas à retrouver. Non, c'est pas la reine des c'est pas la reine de l'air, c'est pas la reine de non, parce que la reine de l'air, on la rencontre à un moment, elle est un peu spéciale puisqu'elle elle voit le passé, le présent, le futur, donc tout se mélange un petit peu dans sa tête. La reine de feu, bon ça c'est plutôt la grande méchante de l'histoire. Et il me reste la terre ou... ça doit être l'eau, oui c'est ça, c'est l'eau. Je vais y arriver, c'est l'eau. Donc, Arrow fait partie du clan des élémentaires de l'eau. Elle est avec, au tout début du roman, elle doit avoir 11 ans, je crois. Elle est avec sa mère, elle est dernière femme du clan, et elle est la première, même si elles sont toutes devineresses, il y a des prophétesses, c'est-à-dire des femmes qui ont encore plus de pouvoir, et elle est la première prophétesse qui naît en 100 ans. À savoir que comme ils ont une longévité beaucoup plus importante que celle des humains, ils ont des enfants moins souvent, donc de ce qui explique qu'on retrouve plus de 20 ans plus tard Arrow, mais qu'elle ressemble à une jeune femme d'une vingtaine d'années en fait. Et ce qui explique aussi qu'il y ait moins de naissances chez les élémentaires. Et tout son clan va être décimé par ce qu'on appelle des ombres qui sont envoyées par la reine du feu, voilà, qui pour des raisons de guerre et de vengeance envers la reine de l'eau, décide vraiment de détruire tout un clan. Alors on a cette idée un peu voilà d'extermination complète d'un peuple. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez adulte. Et ensuite, on va retrouver Arrow, donc des années plus tard. Elle s'est réfugiée dans un cirque, donc c'est pour ça qu'on voit ici un cirque, où résident aussi d'autres élémentaires et ce qu'on appelle aussi des hybrides, donc qui sont qu'à moitié élémentaires. Elle a sa meilleure amie qui est à moitié panthère d'ailleurs, qui a dû elle aussi fuir son royaume, puisque un tyran a tué ses parents, il s'est emparé de son royaume et il est obligé de se cacher dans ce cirque qui est dirigé par un homme assez mystérieux. Il a un petit côté Merlin, il a une espèce de canne, il a des pouvoirs, il a une certaine autorité, une certaine aura. Je pense un peu à Merlin l'enchanteur. Voilà, et puis il est assez mystérieux aussi. Et en fait, il ramène voilà, de temps en temps des élémentaires pour les mettre à l'abri dans le cirque. Alors, ça fait un peu foire aux monstres, mais en même temps, c'est le seul moyen pour eux d'être à l'abri aussi. D'autant que les humains ne les voient plus d'un très bon œil, parce qu'avec leur guerre entre reines, ils ont causé énormément de dégâts et de morts, donc les humains ne les portent pas vraiment dans leur cœur. Et puis un jour, donc le directeur du cirque va revenir avec une créature assez étrange, humanoïde, mais qui ressemble presque à... C'est même pas qu'elle est noire, c'est qu'elle est... Elle a pas de contour presque, elle est très sombre et en fait cette créature est capable aussi de s'adapter, de changer de couleur de peau. Elle est très grande, très forte, elle a des griffes, des ailes. Voilà, donc il rachète cette créature qui a été trouvée dans le désert. Et cette pauvre créature ne se souvient, bon c'est une créature masculine, mais enfin de sexe masculin, mais ne se souvient absolument de rien. Et il va l'emmener dans son cirque et Arrow va faire sa connaissance. Et tout de suite, il y a une connexion qui s'opère entre eux. On va comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi. Voilà, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le sujet parce que justement, pour une fois, on voit un personnage qui n'est pas forcément le beau mec ou la belle créature fantastique idéale. Il fait un peu peur quand même parce que il est un peu hors norme. Voilà, il est capable de changer de couleur de peau, donc ça le rend un petit peu plus humain, mais il est très grand, il est très fort, donc je veux dire, si vous vous brisez, il lui suffit d'un coup de griffe ou un coup d'aile et voilà, on n'en parle plus. Et apparemment, l'autrice aime bien justement écrire des romans avec des créatures comme ça hors normes qui, d'un premier coup d'œil, n'inspirent pas forcément confiance. Alors, c'est vrai que nous, on le voit par les yeux de Arrow, donc on ressent aussi cette connexion et on se dit, le pauvre, il est là enfermé, mais il se souvient de rien. Voilà, c'est dur de le traiter comme ça, comme un animal. En même temps, il a un petit côté assez inquiétant. Bon, on se doute de certaines choses,
Mais voilà, il va s'établir entre eux une relation. Bon, je vous spoil rien parce qu'on le sait très vite, hein, de toute façon. En plus, je vous dis, on est plutôt dans le cadre de romantaisie, donc il y a forcément des romances. Par contre, là, pour le coup, il y a des scènes de smut. Bon, il n'y en a pas 50 000, mais il y en a un peu plus. Voilà, donc là, public adulte. Mais voilà, j'aimais bien les sujets abordés, une histoire d'amour qui n'est pas tout à fait comme les autres. L'extermination d'un peuple, les guerres qui font des ravages. Et des fois qui sont, voilà, c'est toi qui as commencé, oui, mais toi tu as continué, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, voilà. Ça devient des guéguerres, et pour finir, c'est les pauvres gens qui se retrouvent au milieu humain ou élémentaire ou hybride, et c'est eux qui payent les pots cassés. On va d'ailleurs rencontrer plusieurs reines, et ça c'était très intéressant aussi de les voir un peu dans leur contexte, et de voir tout ce qu'elles pensaient de ce qui s'était passé. Donc on a une fin pour ce roman, concernant les deux personnages. Donc je dis... Je pense que l'autrice va partir vers d'autres personnages, peut-être notamment la meilleure amie de Haro, qui est à moitié hybride, à moitié panthère. Je ne sais pas. La surprise. Par contre, je ne sais pas non plus quand est-ce que sortira le prochain volume. Et puis ça, ce sont les achats que j'ai fait aux éditions Corrigan. Alors, j'avais demandé, je crois que c'est... Je ne retrouve plus le titre. C'est le premier qui est sorti chez eux, je crois, le roi, non pas le roi corbeau. En fait, il y en a un qui était plus édité. Et le deuxième, alors le premier, j'ai réussi à le trouver en médiathèque. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Enfin, je sais à peu près où il est, mais tu vois, je vais pas passer 3 heures à le chercher. Et le deuxième, je l'ai, mais j'arrive pas à remettre la main dessus non plus. C'est Le Cœur du Prince Corbeau, je crois. Et en fait, avec ces livres-là, ce qu'ils ont fait, alors c'est des revisites apparemment de contes de fées, mais ils les ont pas édités dans le même ordre que dans les pays anglophones, ce qui fait que nous, on a eu le tome 1 où il parle des héros du tome 1 qui a été édité dans les pays anglophones. Voilà, ça a été un petit peu le micmac. Sinon, j'ai pris, alors je crois ouais, voilà, La Maison aux ailes déployées. Toujours une belle couverture. Alors moi, j'ai pas pris en brochet, en relié collector, parce que bon, ça revient à... Celui-ci fait déjà 22 €. Je pense comme il est plus gros. Le tome 3 est sorti ou va pas tarder à sortir, mais je me suis dit, je vais attendre de voir si j'aime avant de continuer. J'aime quand même encore beaucoup leur charte graphique. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors c'est sûr, quand vous voyez les reliés, ils sont encore plus beaux, mais bon. Et là, on va suivre Fallon, qui est à moitié faille, à moitié humaine. On est toujours dans un monde de fantasy. On va encore être dans de la romantaisie. Et voilà, elle est détestée par les humains, repoussée par les faées, parce qu'elle voilà, c'est pas tout à fait inhumaine. C'est une sous-faée parce qu'elle n'est pas complètement faée. Et elle travaille dans une taverne, mais surtout elle est amoureuse d'un prince faée avec lequel elle a échangé un baiser. Et apparemment, elle pourrait être être digne de lui si elle va s'attaquer à une créature ailée aux immenses pouvoirs. Donc je trouve ça un peu nébuleux, parce que je me dis, déjà on l'envoie un peu au casse-pipe, lutter contre créatures ailées avec des grands pouvoirs, on se dit la pauvre. Et en plus je me dis, quels sont les sentiments du prince exactement dans le livre? Ils ont l'air de dire que les sentiments sont partagés, mais j'ai un petit doute, moi, quand même. Un prince faillet qui s'embêterait avec quelqu'un qui a aucune considération, ça me paraît un peu bizarre. Donc je ne sais pas, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais je le sens un petit peu foireux, ce plan-là. Je ne sais pas trop. J'ai pris aussi Un royaume d'ombre et d'épines. Alors là, par contre, je ne sais plus ce que ça raconte. C'est de L.J. Andrews. Ah oui, celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est Oliver Wittgenstein, qui a écrit d'autres livres, d'ailleurs, je crois, en dehors de Corrigan. Je fais trembler le pied, pardon. Donc là, c'est de L.J. Andrews. Alors là, Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi. Elle adore braver les interdits, se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant, et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Mais autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos. Une guerre entre les humains et les failles se profile, et les ennemis sont partout. Un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour, et les faillis qui veulent reprendre la couronne dont ils ont été dépossédés. Bon,
apparemment, il y a pas mal d'actions. J'aurais pu le mettre dans ma palle, le mois de la fantaisie aussi, là, pour tout ce qui est guerre, failles et compagnie. Voilà, ça, je me souviens plus du résumé, mais ça me tentait bien. Alors là, le tome 3 sort en ce moment, ou va sortir tout juste. Le tome 2 est déjà sorti. Il cherchait des chroniqueurs, donc j'ai fait une demande. Sachant que j'avais le 1, pour une fois j'avais déjà le 1, donc j'ai fait une demande, sauf que je ne l'ai pas encore lu, donc j'attends la réponse, et puis sinon je me dépêcherai de le lire. Bon, après c'est des envies de lecture, hein. Si j'ai une demande, c'est pas parce qu'on me met le couteau sous la gorge, c'est parce que j'en ai envie aussi. Et puis ces deux-là aussi qui me tentaient bien, alors je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. C'est de C.N. Crawford, elle a écrit aussi La Cour de l'ombre, toujours chez Corrigan. Alors c'est Frost et Nectar, livre 1, Frost. Livre 2, non, ce n'est pas Nectar, c'est Ambrosia. Voilà. Donc c'est pareil, je pense qu'on va dans de la romantaisie. On va suivre Ava, à 26 ans, qui ne croit plus en l'amour. La jeune femme mi-faille, mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors quand Thorin, le roi des failles, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Ah non, je me demande si c'est pas avec ces deux-là qu'ils ont commencé en fait, Corrigan. J'ai dû confondre avec l'autre parce que justement, il l'épouse en fait le roi. Enfin, je vous spoil rien parce que ça a été dit partout sur les réseaux. Mais en fait, le roi Faé, dès qu'il tombe amoureux d'une femme, celle-ci est malheureusement destinée à mourir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il décide d'épouser Ava parce qu'il a aucun sentiment pour elle et au contraire, il se déteste. Bon, vous doutez bien qu'on va être aussi dans un... Je l'ai pas lu, mais qu'on est dans un Enemies to Lovers, donc à découvrir. Ah, en fait, C.N. Crawford, c'est le pseudonyme de deux auteurs. D'accord. Ah, je savais pas. Je savais pas. Donc, c'est eux aussi qui ont écrit... c'est marqué deux auteurs EURS. Alors, je sais pas si ce sont deux hommes ou un homme et une femme. Et par contre, je ne sais pas non plus en combien de tomes c'est. Ce serait bien que ce soit en deux, ça m'arrangerait pour pas commencer trop de saga. Voilà, donc c'était mon petit point lecture et mon petit boucol spécial Corrigan. Dites-moi si vous, voilà, si vous connaissiez cette maison d'édition. Bon, je pense parce qu'on en a pas mal parlé. S'il y a des titres chez eux qui vous tentent, si vous en avez lu certains, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, pour qu'on en discute ensemble en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles aventures livresses comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye bye!